Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence en ligne et merci à toutes les équipes qui ont travaillé dur à cette performance technique pour pouvoir venir vous voir à La Roche-sur-Yon, en tout cas dans le département de la Vendée, puisque c'est principalement, je pense, l'endroit où vous trouvez. Alors j'espère que vous m'entendez tous bien. Je vais donc commencer alors à vous présenter cet atelier pour vous aider à y voir plus clair et à avoir l'essentiel des informations à savoir pour lancer ou relancer son entreprise sous la forme de l'auto-entreprise. Alors, tout d'abord, l'Union des auto-entrepreneurs. Qui sommes-nous? Alors, nous sommes une association nationale qui existe depuis le tout début du régime de l'auto-entrepreneur, pour la simple et bonne raison qu'elle a été créée par François Hurel. François Hurel, il en est le président aujourd'hui, et il a initié le régime de l'auto-entrepreneur puisque c'est lui qui a écrit le rapport en 2008 qui a servi en fait à voir ce qu'il était possible de faire pour favoriser la reconnaissance du travail indépendant et permettre de créer une entreprise de manière beaucoup plus simple, universelle, destinée à tous et gratuite. Voilà, donc vous retrouverez dans notre association, elle est présente sur tout le territoire. On n'a pas de bureau en tant que tel dans les villes, dans les différentes villes de France, mais on s'appuie sur un réseau, le réseau des acteurs locaux que vous retrouvez aujourd'hui aussi au sein de ce salon virtuel, tout comme les CCI, le réseau Entreprendre, enfin tous ceux les boutiques de gestion, ceux qui sont en fait à même dans votre territoire. Et nous, on est là en fait pour vous aider, vous informer, vous accompagner, vous orienter et vous faire profiter aussi de cette expérience d'accompagnement depuis 11 ans de tous ceux qui ont démarré avant vous, qui ont lancé avant vous, qui ont parfois pas réussi, qui ont recommencé, qui ont développé, qui se sont lancés et qui finalement ont fait vivre leurs activités sur les territoires. Alors vous trouverez à l'UE, vous voyez une petite image avec la photo d'une partie de notre équipe, donc une équipe qui est formée de bénévoles qui sont eux-mêmes auto-entrepreneurs ou entrepreneurs dans d'autres formes juridiques aujourd'hui ayant évolué et qui font tous partie, qui sont là aussi à mes côtés et aux côtés de François Hurel pour vous renseigner, pour renseigner les porteurs de projets, les auto-entrepreneurs. Alors, nous ne sommes pas tout seuls, nous avons une équipe qui est constituée aussi de nos partenaires qui ont des compétences diverses et variées et que l'on choisit en fait. Il faut savoir que l'Union des auto-entrepreneurs est une association qui est indépendante, qui n'a pas de dotation d'État et qui est aidée par ses grands partenaires avec qui on construit ensemble des solutions pour vous aider à développer votre activité en fonction de vos besoins. Vous y trouverez donc un site internet sur lequel, qui ressemble aujourd'hui à ça, qui ne va pas tarder à changer. Vous trouverez une nouvelle version en septembre, qui sera encore plus intuitive, plus didactique et qui vous permettra de vous y retrouver encore mieux. Donc vous trouvez là les informations qui sont liées au régime avec un guide en ligne. Vous trouverez également toute la partie actualité et toute la partie ressources avec les outils et les solutions justement mises en place avec nos partenaires en fonction de leurs diverses compétences. Alors on va commencer par un peu de sémantique parce que c'est pas très simple en fait. On lit auto-entrepreneur, on lit micro-entrepreneur, alors est-ce qu'on est une TPE? Oui, en fait, c'est tout à la fois, mais ça ne sont pas des statuts différents. L'auto-entrepreneuriat est un régime fiscal et social, mais le mot auto-entrepreneur, c'est le mot initial de ce régime. C'est ainsi qu'il a été construit, créé par François Hurel, donc ce mot-là, et c'est ce mot qui définit en fait le fait d'entreprendre par soi-même, le mot auto signifiant l'autonomie, donc vous entreprenez en toute autonomie. Nous, on le préfère au mot micro-entrepreneur. Les services des impôts utilisent le mot micro-entrepreneur. Les services de l'URSSAF utilisent le mot auto-entrepreneur. Mais c'est exactement la même chose. Alors, c'est une communauté qui grandit beaucoup, beaucoup. Déjà, vous voyez les chiffres de fin 2019. Donc, de plus en plus de personnes veulent créer leur activité. Que ça soit à titre essentiel pour ne faire que ça à 100% de son temps ou bien en complément d'une autre situation. Ces chiffres-là veulent dire qu'à peu près, et même encore aujourd'hui et après le Covid, ça ne fait que continuer. Donc en fait, c'est à peu près 1200 personnes qui s'inscrivent chaque jour en France pour ouvrir leur entreprise sous le régime de l'auto-entrepreneur. Alors, si on doit faire une carte d'identité de ce régime, en quelques points,
Voilà, c'est le régime qui est simple, qui est cumulable et qui est universel. Donc c'est une entreprise individuelle. Ça veut dire que quand vous entreprenez en auto-entrepreneur, vous êtes sous votre personne physique. Sur l'avis d'INSEE que vous allez recevoir lorsque vous aurez déclaré votre activité sur le site de l'URSSAF, vous recevez un avis de l'INSEE. L'INSEE, c'est celui qui enregistre toutes les données statistiques, liées à tout dans nos vies, mais particulièrement aussi à l'entrepreneuriat. Et donc, vous aurez entrepris avec un numéro SIRET qui correspondra à l'identifiant de votre entreprise et ce sera votre prénom et votre nom qui seront spécifiés sur cet avis. Vous pouvez aussi donner un nom commercial à votre entreprise. Je vous y invite parce que c'est plus facile de parler de son activité en ayant un nom d'entreprise que de parler parfois en son nom propre. Le régime est micro-social et micro-fiscal simplifié, ça je vais vous l'expliquer dans les slides d'après. Vous bénéficiez d'une simplification des formalités d'inscription, c'est-à-dire que par rapport à la création d'une société, c'est beaucoup plus simple. Ça peut se faire en ligne, ça peut se faire aussi si vous vous déplacez auprès de votre centre de formalité des entreprises, mais c'est une quinzaine, vingtaine de champs à remplir. Toujours est-il qu'il faut quand même savoir ce que l'on y met dedans, notamment au niveau de la définition de son activité. On va voir ça plus loin. Les formalités d'inscription, voilà, accessible à tous, c'est-à-dire qu'en fait, à partir de 16 ans, on peut créer son auto-entreprise. Il n'y a pas de limite d'âge. On peut l'exercer de plusieurs manières, soit en exclusivité, c'est-à-dire que c'est l'activité qui va être votre activité professionnelle principale sous ce régime, donc c'est en exclusif, ou bien ça peut être en alternatif. À certains moments de l'année, vous pouvez travailler, vous pouvez avoir des contrats qui sont des contrats saisonniers ou autres, ou de l'intérim, ou voilà, une autre situation. Et vous pouvez exercer cette activité en auto-entrepreneur à certains moments de l'année, ou bien en complément de votre situation de salarié, d'étudiant ou de retraité. Les cotisations, alors les cotisations, moi j'emploie le mot de cotisation et pas le mot de charge, parce que charge, c'est un mot qui globalise tout ce qui peut être les charges d'une entreprise, sauf que la cotisation, le terme cotisation vous donne un droit en face. Quand vous cotisez, vous versez vos cotisations sociales à l'URSSAF, en face, vous avez un droit qui est le droit des prestations sociales délivrées par la sécurité sociale, la CAF, etc. Donc ces cotisations, vous allez les payer au pourcentage de votre chiffre d'affaires. Par chiffre d'affaires, on entend ce que vous allez encaisser. C'est-à-dire, vous facturez 1 000 € un client, il vous verse 500 € ce mois-ci, au mois d'août. Vous l'encaissez sur votre compte avant le 31 août, alors votre chiffre d'affaires du mois sera 500 €. Les 500 autres euros que vous devrez à votre client, si vous les payez en septembre, ce sera affecté à votre chiffre d'affaires de septembre. Donc vous déclarez en fait chaque mois, vous déclarez ce que vous avez reçu de vos clients sur votre compte en banque. Voilà. Donc en fait, le système de ce régime, c'est que vous ne décaissez pas de cotisations sociales tant que vous n'avez pas encaissé. C'est au fur et à mesure. Ça ne vous oblige pas à avancer l'argent. Pas de comptabilité, mais vous voyez, le mais est très très gros. Je devrais l'écrire en énorme dans la diapo parce que c'est extrêmement important. En fait, il n'y a pas de comptabilité obligatoire au sens de la comptabilité d'une société, avec un plan comptable à suivre, avec un bilan à rendre, avec un expert comptable à mandater. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bien gérer. Et l'expérience des autres qui vous ont précédé nous a livré qu'effectivement, on ne peut pas faire ça comme ça. Voilà. Il faut, à minima, bien savoir où on en est. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment bien gérer dès le départ. Et c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous y atteler dès le début. Comment vous allez enregistrer vos factures, comment vous allez faire. Parce que si vous mettez 3 semaines à sortir votre facture sur Word, parce que vous dites que vous la ferez plus tard, il faut vous imaginer que votre client, lui, mais il ne sera pas pressé de vous payer. Donc, en fait, plus vous allez vous organiser dès le départ pour avoir un système de facturation, d'envoi de la facture, de relance et d'encaissement, et mieux vous allez pouvoir vivre de cette activité et elle sera pour vous rentable puisqu'il faut que vous en tiriez revenu. Vous ne faites pas ça juste pour faire joli, vous faites ça parce que vous avez besoin d'avoir un revenu. Donc, c'est important, très très important ce point, j'insiste. Hors champ de TVA, donc ça veut dire que dès le départ, quand vous commencez, jusqu'à un certain seuil, vous êtes hors champ de TVA, c'est-à-dire que vous facturez toujours en hors taxe et à TVA, il y a 0. C'est-à-dire que si vous avez des clients en entreprise, ça ne change rien pour eux, sauf qu'ils n'ont pas de TVA à récupérer, ils enregistrent l'opération hors taxe. Donc c'est un peu plus compliqué lorsqu'on passe les seuils, c'est que si vous commencez une activité avec un particulier sur la base du hors taxe et que vous passez les seuils, par exemple, de plus de 30 000 € en prestation de service,
ce jour-là, après, vous serez obligé d'ajouter les 20%. Donc ça se réfléchit en fonction de la nature de votre activité. Mais ça, je pourrais répondre aux questions, parce que je suis persuadée que vous en aurez sur ce sujet de la TVA. Assurance professionnelle recommandée et obligatoire, oui, selon les activités, donc particulièrement dans le domaine du bâtiment et de l'artisanat. Là, effectivement, l'assurance est obligatoire professionnelle pour garantir ce que vous allez faire vis-à-vis de votre client, c'est la sécurité du consommateur. Si vous êtes électricien et que vous allez tripoter le compteur de votre client, il est quand même préférable, mettez-vous à la place du consommateur, on préfère quand même que la personne soit effectivement assurée pour sa compétence. Et ça, c'est obligatoire, c'est la chambre de métier qui gère les inscriptions de toute façon pour tout ce qui concerne les activités artisanales et bâtiments. Pour le reste, ce n'est pas obligatoire, mais c'est comme pour la comptabilité, c'est recommandé. C'est vraiment le prérequis. Il faut savoir combien va coûter l'assurance pour son activité. Souvent, c'est quelques euros, c'est pas forcément très cher. Parce que voilà, vous n'allez pas déclencher non plus un événement extraordinairement grave et risqué, mais le peu que vous portez de risque, il faut le déléguer à l'assurance pour que vous puissiez être serein. Et protection sociale à connaître et à bâtir selon sa situation. Parce que bien souvent, eh bien, en ayant été salarié, on ne s'occupe pas tellement de ce qui finalement se passe sur sa protection sociale. On se dit que c'est à l'employeur de le faire. Eh bien, c'est un tort, parce que finalement, on n'est pas responsable assez de ce que l'on doit avoir comme protection sociale, tant en matière de protection santé qu'en matière de prévoyance. Si nous arrive un accident ou une maladie, qu'est-ce qui se passe sur son compte en banque, si on est malade ou si on est arrêté pendant plusieurs mois? Voilà, ça, c'est extrêmement important aussi. Alors, nous rentrons dans le vif du sujet. Comment s'inscrit-on? On s'inscrit sur le seul site officiel et gratuit que vous voyez ici, www.autoentrepreneur-ursaf.fr. Attention, grande vigilance, il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de gens qui tapent déclaration auto-entrepreneur qui ne font pas attention. Et je vous invite à vraiment être prudent sur le web. Il faut regarder, et vous le savez, hein, après la période du Covid, on a bien vu beaucoup trop d'arnaques nous envahir un petit peu. Donc, c'est à nous tous d'être vigilants. Donc, voilà le site, le seul et l'unique sur lequel vous inscrire. Vous n'avez rien à payer, vous n'avez pas votre carte bleue à donner, ça se fait automatiquement auprès des services de l'URSSAF. Donc, vous voyez 3 familles d'activités, commerciales, artisanales ou libérales. Vous pouvez exercer plusieurs familles d'activités. Vous n'êtes pas obligé de faire que du commercial, que de l'artisanal ou que du libéral. Parfois, on peut avoir plusieurs formes, enfin, une même activité même peut être exercée sous plusieurs familles, ou bien plusieurs activités peuvent être exercées qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais le tout sous la même auto-entreprise. Donc, une seule auto-entreprise par personne. Il vous faut en revanche définir quelle sera l'activité qui sera principalement effectuée, c'est-à-dire celle qui va porter la majorité de votre chiffre d'affaires. Donc, dès le départ, vous allez peut-être penser, prenons l'exemple d'un moniteur de ski qui est moniteur de ski parce qu'il habite dans les Alpes et l'hiver, c'est la saison où il travaille, il est moniteur de ski en auto-entrepreneur. C'est ce sur quoi il travaille le plus. Et en même temps, il a une activité, il parle plusieurs langues, donc il traduit des sites internet, par exemple, pour des hôteliers. Donc, ces 2 activités n'ont absolument rien à voir. L'activité qui porte vraiment, c'est l'activité de moniteur de ski. Donc, c'est son activité principalement effectuée. Et dans son inscription, il rajoute qu'il a une autre activité. Vous pouvez en ajouter une ou 2 autres. Pas 10, parce que ça n'aurait pas de sens. Il faut quand même que vous ayez un message cohérent pour vos clients. Donc, 2, 3 maximum, je pense que c'est une bonne moyenne. Vous avez moncodenaf.fr sur lequel vous pouvez aller regarder aussi pour trouver votre code NAF, regardez un petit peu vos concurrents, sous quel code NAF ils sont enregistrés, pour comprendre que c'est une nomenclature et c'est ce qui permet d'identifier votre type d'activité, c'est-à-dire la nature de ce que vous effectuez tous les jours. Alors, le chiffre d'affaires, justement, dont on parlait, vous avez un seuil maximum sous lequel vous restez en régime simplifié, donc sous l'auto-entrepreneuriat. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de le dépasser. Moi, je vous encourage et bravo à tous ceux qui le dépassent, parce que ça veut dire que leur activité fonctionne, qu'ils ont bien monté leur projet et que leur idée est bonne. Donc, 176 200 hors taxe de chiffre d'affaires pour ceux qui font de l'activité de vente, commerce, vous voyez, tout est détaillé. 72 500 pour celles et ceux qui font de l'activité de prestation de services et des activités libérales. Vous pouvez donc mixer, on est bien d'accord, on l'a vu tout à l'heure. Donc, si vous avez, par exemple, une activité, je suis prof de danse et en même temps, j'ai une boutique en ligne pour vendre des chaussons, des justes au corps, des tutus, etc., des barrettes à chignons, ce que vous voulez. En fait, donc, il y a 2 activités. Donc, en jaune, c'est l'activité commerciale, c'est la boutique en ligne. Donc, je peux aller jusqu'à 176 200 maximum de chiffre d'affaires, tout confondu.
dont 72 500 de prestations de cours de danse. C'est-à-dire, la prestation de service, c'est là où je vends mon temps et ma compétence. La vente pour la prof de danse de sa boutique en ligne, elle vend des produits qu'elle achète, sur lesquels elle marge et qu'elle revend. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée. Le petit trait en rouge, donc c'est la limite à partir de laquelle vous serez soumis à TVA. La TVA fait peur à la plupart des gens parce que c'est un peu compliqué. C'est de l'argent qui n'appartient pas à votre entreprise, mais elle appartient à l'État. Donc en fait, vous avez le rôle d'une boîte qui collecte et qui redonne. À partir du moment où vous devez facturer en TVA, c'est-à-dire à partir, on va prendre par exemple ma prof de danse, à partir de 36 500 € d'heures de cours délivrées, enfin en termes de volume financier, elle doit donc à ce moment-là faire ses factures en mentionnant les 20% de TVA en plus. Donc ce qui veut dire que si elle s'est équipée, cette prof de danse, d'une solution comptable, comme je vous le disais, pour gérer bien dès le départ, c'est la solution comptable qui va tout calculer, qui va éditer les factures avec la TVA et qui va lui dire tous les mois combien de TVA elle doit reverser à l'État, c'est-à-dire la différence entre la TVA qu'elle aura facturée à ses clients, les fameux 20%, et la TVA qu'elle pourra récupérer sur ses achats, c'est-à-dire sur ses barrettes à chignon, etc., sur tout ce qui est... Voilà. En fait, elle devra passer toute son auto-entreprise à la TVA à partir du moment où un des plafonds est dépassé. J'ai oublié un truc. La première année, prorata temporis, ça veut dire que si vous créez votre activité, par exemple, si vous l'avez créée le 1er juillet, c'est-à-dire à la moitié de l'année, ces chiffres d'affaires sont à diviser en fait par 2. C'est-à-dire que si effectivement c'est démarré en juillet, ça n'est pas 72 500 mais la moitié. Si vous la démarrez le 1er décembre, ça sera 1/12 de ce montant-là, uniquement pour la première année. À partir de l'année civile 2, ça prend le montant du chiffre d'affaires total, du seuil, pardon. Les cotisations sociales, donc ça, c'est ce que vous versez à l'URSSAF pour votre protection sociale, vos cotisations sociales. Donc ça, on paye ces cotisations de manière contributive, chacun en fonction de ce que l'on génère comme chiffre d'affaires. On retrouve les 3 familles d'activités, donc 12,8% si c'est l'activité rachat-revente et 22% si c'est l'activité prestation de service ou autre prestation de service. Vous voyez qu'il y a une petite particularité pour les meublés de tourisme classés, il manque un L, classé, 6%. Ça, ce sont les taux pleins. Donc, si vous encaissez 100, toujours je prends ma prof de danse, elle a donné un cours pour 100 €, elle paiera 22 € de cotisation sociale à l'URSSAF. Ça, c'est le taux plein. Aujourd'hui, il existe l'ACRE, l'aide à la création, donc à laquelle vous pouvez être éligible. Il y a certaines conditions, mais si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes de moins de 26 ans, enfin, il y a toute une liste, vous le trouverez sur le site de l'UAE. Donc, vous payez la moitié de ce taux-là la première année. C'est une manière d'aider les créateurs d'entreprises. Nous espérons à l'UAE qu'elle soit améliorée pour l'année à venir, de telle sorte qu'elle soit beaucoup plus encourageante que simplement une réduction de 50% la première année. La déclaration est obligatoire de son chiffre d'affaires, c'est-à-dire que même si vous avez 0 de chiffre d'affaires, vous devez déclarer à l'administration tous les mois, ce mois-ci, j'ai fait 0. Vous avez le droit aussi, enfin, tout n'est pas linéaire, on a des activités où on ne va pas facturer tous les mois. Donc, il y a des mois on va facturer plus, d'autres mois, on va facturer moins, enfin, on va encaisser plus, on va encaisser moins. Et la dématérialisation, une fois que vous serez enregistré que vous aurez créé votre activité, vous aurez reçu donc votre avis INSEE et 90 jours plus tard, sur le site de l'URSSAF, vous pourrez créer votre compte en ligne et là, vous ferez tout. Vous pourrez questionner l'URSSAF, payer vos cotisations, déclarer, demander des reports. Voilà, c'est vraiment c'est l'outil indispensable, c'est l'application de l'URSSAF sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. Les cotisations sociales, ça comprend quoi? La même chose que ce que vous avez déjà lorsque vous êtes salarié, par exemple, voilà, ça comprend tout, c'est l'assurance maladie, vous voyez tout le détail, la sécurité sociale, la CAF, tout ce qui concerne le paquet, en fait, d'aides sociales, et de couverture sociale. Sauf les indemnités journalières, là, c'est à vérifier en fonction de vos droits. Donc ça, c'est à vérifier avec la sécurité sociale. En règle générale, lorsqu'on est, indépendant, il vaut mieux avoir une petite protection, perso, une protection que l'on souscrit auprès d'une assurance qui va coûter quelques dizaines d'euros, par mois et qui va vous permettre, ça c'est à faire une enquête auprès des diverses assurances et regarder, ce que ça vous apporte comme indemnité, c'est-à-dire journalière, c'est par jour, vous aurez un revenu,
de substitution, on va dire, au chiffre d'affaires que vous avez perdu, c'est-à-dire aux revenus que vous générez en fonction de votre chiffre d'affaires. C'est exactement la même mécanique que les indemnités journalières lorsqu'on est salarié, sauf que lorsqu'on est salarié, elles sont incluses dans son bulletin de salaire et payées par l'employeur. Les trimestres retraite. Alors parfois, on lit des choses incroyables qui disent que quand on est auto-entrepreneur, on ne cotise pas à la retraite. Si, bien sûr que oui. C'est pas tout à fait le même montant, le même niveau en tout cas de bénéfices, mais on a enfin en tout cas de restitution, mais on arrive avec un minimum de chiffre d'affaires annuel encaissé, on valide ces 4 trimestres. Alors c'est une manière aussi, si vous regardez le tableau que vous trouverez, sur le guide officiel sur notre site web, bah, ça vous donnera une idée. Si vous êtes en libéral, par exemple, ben, allez, fixez-vous 9 000 ou 10 000 € par an de chiffre d'affaires et vous aurez validé vos 4 trimestres retraite. La fiscalité des revenus. Donc là, on a vu la partie sociale, maintenant la partie fiscale. Donc le revenu, l'impôt sur le revenu, puisque vous êtes une personne physique, comme on l'a vu, donc vous n'êtes pas soumis à l'impôt société en auto-entrepreneur, mais à l'impôt sur le revenu. 2 solutions. Soit vous êtes éligible au versement libératoire. Donc vous voyez, c'est un paiement au pourcentage du chiffre d'affaires, exactement comme les cotisations sociales. À ce moment-là, vous pouvez vous libérer de l'impôt chaque mois, à condition que votre revenu fiscal de référence soit en dessous de 27 519 par part de quotient familial. Alors ça, c'est le montant. Le revenu fiscal de référence, c'est le montant en gras qu'il y a sur votre dernier avis d'imposition, enfin N-1. Et vous allez donc à ce moment-là regarder si par part vous êtes en dessous. Vous pouvez cocher lorsque vous vous inscrivez, vous pouvez cocher la case « Oui, je souscris l'option du prélèvement libératoire ». Donc vous voyez, ça fait, pour ma prof de danse en question de tout à l'heure, elle est à 1,7% du chiffre d'affaires. Alors, souvent, on croit qu'on ne peut pas déduire les frais en auto-entrepreneur. Non, on ne peut pas déduire des frais de son résultat. Ce n'est pas comme une entreprise individuelle classique. Mais l'administration a pensé à tout, puisque vous avez un abattement que vous voyez sur la partie droite de la diapositive. Donc en fait, par exemple, si vous êtes consultant, on va considérer que vous avez des frais. Alors, vous en avez beaucoup moins que si vous faites du commerce, l'achat-revente. Mais vous avez un abattement de 34% de votre chiffre d'affaires pour que l'administration fiscale considère votre impôt à payer. Et ça, c'est aussi un abattement qui est utilisé par Pôle emploi pour votre indemnisation. Donc, si vous n'êtes pas éligible à ce versement libératoire, que votre revenu fiscal de référence est au-dessus, ça veut dire que vous avez déjà d'autres ressources, que vous avez des ressources complémentaires. Donc, vous déclarerez les revenus de l'auto-entreprise avec vos autres revenus et ça passera, évidemment, ça passera par le prélèvement à la source. Donc, ce que je vous conseille, dans les 2 cas, de toute façon, c'est de prendre contact avec votre service des impôts que vous connaissez en tant que particulier. Et là, il va falloir vous rapprocher du SIE, Service des impôts des entreprises. C'est à la même adresse. Vous pouvez prendre un rendez-vous et vous vous faites bien expliquer en fonction de votre situation, puisque fiscalement, chacun a une situation particulière. Et enfin, pour finir avec la fiscalité, la CFE, c'est la cotisation foncière d'entreprise. C'est une taxe locale qui est basée sur la valeur locative du lieu de domiciliation de votre entreprise. Vous payez déjà votre taxe d'habitation. Si vous êtes propriétaire, vous payez déjà votre taxe foncière. Et pour l'établissement de votre activité en territoire vendéen, par exemple, eh bien, sur votre ville, si vous êtes à La Roche-sur-Yon, vous allez voir le SIE et vous allez leur demander, ou votre mairie, si vous êtes déjà en contact, comme je l'imagine, j'espère, avec le service de développement économique de votre mairie, ou avec le conseil municipal. Certains d'entre vous sont peut-être déjà allés assister à un conseil municipal. En tout cas, si vous êtes en contact avec les élus, et c'est important d'être en contact avec les élus de votre territoire, que ce soit les députés, les sénateurs, le maire, le service de développement économique, les acteurs du territoire, c'est essentiel que vous les connaissiez. Parce que vous avez aussi besoin d'eux, et ils ont besoin de savoir que vous existez, et ils ont besoin de savoir quels sont vos besoins à vous sur le territoire. Donc du coup, vous allez les questionner, parce que c'est voté par le conseil municipal, donc c'est auprès d'eux ou auprès du service des impôts que vous aurez le montant de cette taxe annuelle qui vous sera réclamée l'année d'après votre installation. Si vous créez aujourd'hui, elle vous sera réclamée en octobre 2021. Voilà le récap. Donc, vous avez le récap de toutes les cotisations, des montants, de tous les détails. Alors, bien sûr, j'enverrai le diaporama à tous ceux qui ont assisté à la conférence, de telle sorte que vous puissiez réviser à la maison.
Alors maintenant qu'on a vu les aspects techniques, c'est vraiment l'essentiel que vous avez à savoir. Après, vous pouvez entrer dans le détail en allant sur le site, dans la partie guide en ligne. Vous pouvez approfondir si vous êtes retraité, si vous êtes étudiant, voilà, allez voir un petit peu de plus près. Mais véritablement, vous avez là l'essentiel à savoir. Donc, comment l'UAE peut vous accompagner? Alors nous, on est déjà là pour vous informer. Ça, c'est le plus important. Et on vous donne une information légale. Quand vous êtes sur le site de l'UAE, vous ne vous retrouvez pas sur des sites qui monétarisent quoi que ce soit ou qui vont vous arnaquer. Voilà. Il faut faire extrêmement attention. Donc, on a un premier service qui est pour la réponse à vos questions. On a répondu aux demandes des adhérents depuis plusieurs années, qui était d'avoir une assistance juridique, c'est-à-dire de pouvoir comprendre en matière juridique, fiscale, sociale. Donc, vous avez des conseillers à votre disposition pour les personnes qui auront adhéré et qui auront pris la souscription payante à l'année qui est de 48 €. Ce n'est pas beaucoup. Vous soutenez l'association, vous soutenez nos actions et en même temps, vous bénéficiez de ce service inclus du lundi au vendredi de 8 h à 18 h. Évidemment, ces conseillers-là ne sont pas là pour vous répondre sur le choix de la couleur de votre logo. On s'entend. Voilà. Je fais le petit trait d'humour parce que c'est vrai que ça arrive que certaines personnes demandent des informations qui n'ont rien à voir ni avec le juridique, ni avec le fiscal, ni avec le social et ni avec l'administratif. Voilà, c'est vraiment dédié à ça. Donc, il y a une 60aine de conseillers et c'est la Matmut Protection Juridique qui assure ce service pour l'Union des auto-entrepreneurs. Donc, vous en bénéficiez, on vous offre ça dans l'adhésion. Le parcours solution, hein, ça, c'est la petite affichette à coller sur votre frigo parce que tous les jours, vous allez la voir et vous allez un peu vous positionner dans cette spirale. Aujourd'hui, on en est dans la partie bleue pour vous informer. Après, il va falloir que vous maîtrisiez ce que vous avez entendu, lu, que vous compreniez. C'est comme le vélo, à un moment donné, on apprend, on prend son équilibre et à un moment donné, on sait pédaler. Donc, c'est comprendre, vraiment comprendre ce que vous avez à comprendre en matière technique, administrative, juridique. Et après, c'est se protéger, c'est-à-dire souscrire les assurances nécessaires, avoir une complémentaire santé pour être serein avec ça, et puis avoir, en plus de la ceinture de sécurité, avoir l'airbag de l'assurance prévoyance. Une fois que vous avez vu un petit peu tout ça, là, vous allez définir ce que vous allez faire, c'est-à-dire ce que vous allez vendre, à quel prix vous allez vendre, à qui vous allez le vendre, vous allez donc cibler. On ne vend pas comme ça un produit, on ne le met pas sur le marché comme ça. On réfléchit à qui ça va intéresser, qui vous attend sur le marché, qui a besoin de vous. Donc, vous allez un petit peu mener votre enquête. Vous allez faire voilà, le Sherlock Holmes de votre projet et vous allez aller chercher ça. Il faut le prendre comme quelque chose d'intéressant, de ludique, qui va vous apporter quelque chose et puis vous faire aussi parfois, en faisant ce petit travail, vous allez trouver d'autres offres à faire. Vous allez structurer ce que vous allez vendre. Et à partir de là, vous pouvez vous inscrire au régime. Avant, ce n'est pas la peine. Vous commencez à vous inscrire quand vous avez défini ce que vous allez vendre, à quel prix vous allez vendre et à qui vous allez vendre. Les 3 points essentiels. Après s'être informé, avoir compris et s'être protégé. Et là, vous pouvez y aller. Vous vous inscrivez. À partir de là, vous allez pouvoir créer votre site internet, votre page sur un réseau, ce que vous voulez, du moment que vous faites savoir que vous existez. Si vous ne faites pas savoir, on ne vous trouvera pas. Beaucoup de personnes qui entreprennent disent « Ah oui, mais moi, je ne trouve pas de clients. J'ai pas de clients. » Mais il faut aller les chercher, les clients. Ils ne vont pas venir tout seuls. Donc, c'est pour ça que le ciblage est important. Et après, la technique d'approche de ces clients, soit en direct, aller les démarcher, soit avoir des prescripteurs sur votre territoire. Vous êtes à La Roche-sur-Yon, si vous avez vous lancez une activité de sophrologue, vous n'allez pas faire ça tout seul. Vous allez faire parler de votre compétence auprès d'un réseau, auprès d'infirmières, de kinés, d'autres opérateurs qui font d'autres techniques et vous allez comme ça vous faire connaître. Il faut que vous ayez votre réseau de recommandations. Puis après, les clients, ça va aussi contribuer. Et puis faire un petit peu de communication, d'opération de publicité, vous mettre en avant votre auto-entreprise, d'où l'importance de lui trouver un petit nom et comme ça, lui donner un joli logo à votre image. Et puis ensuite, c'est vendre, vous allez être capable de vendre et ensuite facturer. Hyper important, ça doit être assez rapide, et encaisser. Ce qui vous permet d'arriver à la partie verte, l'objectif étant d'encaisser et d'être rentable et d'en vivre. Alors enfin, je ne peux que vous conseiller de lire le livre que j'ai écrit et qui vous donne... c'est vraiment un compagnon de route, c'est un guide, il faut le lire. De préférence, je suis plutôt favorable à la version papier parce que vous allez prendre un stabilo et vous allez stabiler. Et ce livre, il va être écrit de vos pensées, de vos annotations, c'est votre compagnon de route. Et le nombre de gens qui aujourd'hui m'écrivent et qui me disent « mais je l'ai tout le temps avec moi, à chaque étape, je re-regarde, je réouvre le chapitre ». Il est fait comme un livre, enfin il est un petit peu imagé sur le code de la route.
Donc, c'est un peu la conduite accompagnée. Ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment vous accompagner et que vous ayez ça avec vous tout le temps. Voilà. Donc ça, c'est important, c'est votre compagnon. Et j'espère qu'il vous portera chance. Voilà, donc j'en ai fini pour la présentation. Je vais donc, j'espère que ça a été clair. Et je vais pouvoir répondre aux questions qui commencent à arriver. Donc, alors Julie, peut-on mettre plusieurs codes NAF dans une entreprise? Non, un seul. C'est le code principal, le code de votre activité principale, celle pour laquelle vous pensez aujourd'hui. Je reprends mon exemple du moniteur de ski. Aujourd'hui, c'est moniteur de ski, son activité principale. Imaginons qu'il ne puisse plus exercer cette activité comme il le faisait à cause des problématiques liées à la crise sanitaire. On peut imaginer ça, admettons. Eh bien, peut-être que l'année prochaine, il aura développé, justement, là, il peut prendre le contre-pied, tout de suite développer son activité de traduction de site internet pour des hôteliers ou pour autre chose. Et il peut ouvrir plus large son activité de traduction. Et peut-être que dans un an, il changera son code NAF. C'est-à-dire qu'il verra que c'est finalement l'activité de traduction qui prendra le relais. Et il demandera tout simplement par un écrit à l'URSSAF de lui modifier son code NAF parce que finalement, il est davantage traducteur en langue anglaise, par exemple, qu'il n'est moniteur de ski. Voilà. Quel outil conseillez-vous pour suivre notre comptabilité? Bon, moi, je vous conseille l'outil, évidemment, que depuis plusieurs années, nous nous employons à développer avec un gros opérateur qui s'appelle Sage, et qui est Sage Compta et Facturation, qui vous permet, alors vous la trouverez plus détaillée sur le nouveau site que vous trouverez dans quelques temps en septembre, et vous avez, mais je vous enverrai un lien avec le diaporama. Et vous pouvez paramétrer votre outil, vous pouvez mettre vos factures avec votre logo, vous enregistrez vos produits sur cet outil. C'est pour ça qu'il faut que vous sachiez ce que vous allez vendre. Si je suis la prof de danse, il faut que je sache que je vais vendre des juste au corps à 80 €, que je vais vendre la barrette à chignon à 10 €. Et donc, on va libeller dans l'outil comptable barrette à chignon, on va lui donner un petit chiffre pour se repérer et indexer les choses. Et en fait, voilà, je conseille celui-là parce que je le connais et que je connais les équipes qui sont derrière et que c'est sérieux et que voilà, ça vous permet de développer. Et puis nous, on a toujours un œil pour que ce soit encore plus simple, plus ergonomique et plus à la portée de tous. Alors, j'ai été auto-entrepreneur et j'ai fermé en 2015. Puis-je à nouveau bénéficier de l'ACRE? Oui, en fait, il faut attendre 3 ans. C'est-à-dire que vous pouvez avoir créé une entreprise sous une autre forme même avant. Du moment que vous avez un délai de 3 ans entre deux entreprises, vous pouvez à nouveau, en effet, bénéficier de l'ACRE à la nouvelle création. Le délai, c'est 3 ans. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, l'ACRE, elle n'a qu'un seul C aujourd'hui. Parce qu'avant, c'était l'aide uniquement pour les chômeurs et aujourd'hui, c'est l'aide, elle est un peu plus ouverte. Est-ce qu'on peut rester plusieurs années en auto-entrepreneur ou à quel moment faut-il changer de statut? Non. La seule chose qui peut vous faire changer de statut et évoluer, c'est le dépassement des seuils de chiffre d'affaires qu'on a vu tout à l'heure. Si vous dépassez les 32 500 ou les 172 600, alors là, vous passez en régime dans une autre forme ça peut être un régime d'entreprise individuelle classique, de URL, SARL, SAS, etc. Donc, vous pouvez rester autant que vous voulez. Nous, on a des adhérentes qui sont auto-entrepreneurs depuis 11 ans, depuis le tout début. Quelle est la différence entre une entreprise individuelle et auto-entrepreneur? Ça, c'est une bonne question parce que ce n'est pas toujours clair. L'auto-entrepreneuriat, c'est ce régime micro-social, micro-fiscal simplifié. C'est-à-dire que vous payez donc vos cotisations au prorata de votre chiffre, au fur et à mesure, de votre chiffre d'affaires encaissé. L'entreprise individuelle, là, c'est différent. Ce n'est pas le même format, vous n'avez pas la même simplicité. Par contre, vous n'êtes pas capé, vous n'avez pas de limite de chiffre d'affaires. Et vous pouvez défalquer des frais. C'est une autre méthode. Par exemple, quelqu'un qui va investir, qui va avoir beaucoup d'investissements, beaucoup d'achats dès le départ, qu'il va devoir passer sur son auto-entreprise. Donc là, il va se mettre en entreprise individuelle ou en autre statut pour pouvoir récupérer la TVA tout de suite et puis pouvoir amortir aussi le matériel. Quelles sont les différences entre BIC et BNC? Alors, il y a les prestations non commerciales et les prestations. Alors, c'est un peu compliqué. Moi, je vous invite à ne pas regarder ce BIC et ce BNC. Les prestations de service, vous avez la partie libérale, c'est BNC et l'autre, c'est BIC. En fait, c'est bénéfices non commerciaux.
c'est ce qui ne relève pas du commerce. Donc, ce qui va être du conseil, de la formation, du consulting, voilà. Y a-t-il un replay? J'ai raté le début. Oui, il y a un replay. Les équipes de La Roche-sur-Yon sont hyper efficaces et donc il y aura, oui, vous pourrez le revoir en entier. Peut-on être en auto-entrepreneur et en portage salarial? Alors, techniquement, oui. Je vois pas trop l'intérêt, en fait, parce que ça vous fait dissocier les choses. Alors, si c'est pour... il y a des personnes qui optent pour cette stratégie, qui vont être auto-entrepreneurs et quand ils dépassent les seuils, au lieu de transformer leur activité, de développer et de structurer, ils vont rajouter un autre bout de brique en étant en portage salarial. Je trouve ça un peu moyen. Moi, je pense que c'est quand même bien de développer son activité. Si vous avez dépassé ces seuils-là, c'est que vous pouvez y aller, quoi. Vous pouvez développer, peut-être recruter, enfin voilà, vous faire aider et aller plus loin. Sinon, la différence, le portage salarial, vous n'êtes pas, ce n'est pas vous qui établissez vos factures, c'est-à-dire que votre carnet de clientèle, vous le confiez à l'entreprise de portage salarial qui, elle, va établir les factures pour vous. Et vous allez, en contrepartie, vous aurez un bulletin de salaire. Alors, vous allez effectivement, l'entreprise de portage salarial adressera la facture de votre prestation à votre client. Le client paiera directement l'entreprise de portage salarial et l'entreprise de portage salarial vous fera un bulletin de salaire. Si vous facturez, par exemple, à votre client 2 000 €, vous aurez à peu près autour des 1 000 € en net sur votre bulletin de salaire, parce qu'il faut, un peu moins même, parce qu'il faut compter les cotisations salariales pleines, comme un salarié, plus les frais de gestion de l'entreprise de portage salarial, puisque vous lui déléguez la gestion comptable de votre facturation, l'encaissement, vous lui déléguez aussi la réalisation du bulletin de salaire. Ça peut être intéressant, sauf qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue que ce n'est plus vous qui êtes en interface, vous êtes votre identité, c'est l'entreprise de portage salarial. Mais qu'est-ce que le portage salarial? Voilà, alors j'espère que je l'ai assez bien expliqué, sinon je vous referai un petit lien vers ce qu'est le portage salarial. Ça peut convenir, il y a des personnes qui vont préférer être en portage salarial parce que, elles ont peut-être 2 missions, c'est pas une activité pleine et entière. Il y en a d'autres qui ne veulent vraiment pas, essayer d'être indépendants et qui vont être semi-dépendants parce qu'en portage salarial, on n'est pas indépendant à 100 %. On est dépendant de l'entreprise de portage salarial, de la notoriété de cette entreprise, de l'image de cette entreprise aussi. Donc voilà, on travaille pour le compte d'une entreprise qui vous porte en salaire. Alors oui, on peut récupérer, c'est Sébastien qui pose la question. J'ai entendu dire qu'on pouvait récupérer la TVA en micro-entreprise. Oui, c'est ce que j'expliquais. Vous pouvez la récupérer à partir du moment où vous avez dépassé les seuils de la franchise de TVA. Et donc, quand vous êtes obligé de facturer la TVA, au moment où vous dépassez le seuil des 32 500, quand vous le dépassez, à ce moment-là, toutes vos factures du mois vont passer avec la TVA. Donc, vous allez devoir la facturer, mais en même temps, vous pourrez la récupérer sur vos achats du mois. Donc, par exemple, si vous devez acheter une imprimante, un ordinateur et que vous êtes à la limite du seuil du dépassement de la TVA, attendez un peu et achetez-le au moment où vous allez être en dépassement de seuil pour pouvoir être éligible à la TVA. Clarifier le fonctionnement lors des dépassements de seuil de TVA, c'est Hélène. Alors, clarifier le fonctionnement lors d'un dépassement de seuil de TVA, c'est ça. C'est-à-dire que c'est à partir du premier euro de dépassement du seuil que vous devez appliquer la TVA sur vos factures et que vous pourrez récupérer la TVA sur vos achats. D'où l'idée de se simplifier la vie, de s'alléger et de confier ça au logiciel qui va faire ça super bien pour vous. Et je ne vois pas pourquoi on s'embête. Alors, ça va vous coûter. Évidemment, le logiciel n'est pas gratuit, hein, l'accès. Alors, c'est tout en ligne. Toute votre compta est sauvegardée. Les opérations se font évidemment pas complètement toutes seules parce qu'il faut quand même que vous saisissiez les factures et vos clients. Mais ça se fait tout seul. C'est-à-dire qu'au moins, tout est conforme, réglementaire. C'est la société qui édite vos factures, donc l'entreprise, par exemple Sage, qui est responsable de mettre tout aux normes légales. Donc, vous êtes au moins assuré de ça. Alors, Florence. Florence, pour toutes les questions non répondues, rendez-vous sur le stand de l'UAE, voilà, parce que je crois qu'on est arrivé au terme de ce webinaire. J'espère que ça a été instructif pour vous, que ça vous aide au moins à y voir plus clair. Le but, c'est que vous puissiez avancer, mieux comprendre, être rassuré aussi, mais tout en sachant qu'il y a des petites choses à faire.
Donc, je vous remercie tous pour votre attention et je vous retrouve sur les questions sur le stand, voilà, directement. Vous avez des documents à télécharger aussi, n'hésitez pas. Et puis, suivez notre actualité sur les réseaux sociaux, likez notre page, ça c'est pour notre community manager parce que c'est hyper important, il faut nous donner de l'énergie, on vous en donne, mais il faut nous en donner aussi pour continuer à vous accompagner. À très bientôt à tous. Au revoir.